Bon, on va pouvoir commencer puisqu'il est 20h30. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette troisième réunion publique en ligne de notre campagne de second tour. Vous le savez, donc tous les lundis soirs en direct sur Facebook, nous avons un temps d'échange, de questions-réponses au cours duquel je peux évoquer différents aspects, soit de la campagne, soit évoquer quelques-unes de nos propositions. Et puis tous les jeudis soirs à 20h30, une réunion publique en ligne autour d'un thème majeur de l'action municipale avec un invité ou une invitée qui est extérieur, expert ou experte, qui peut nous apporter des informations importantes, et puis avec un ou une future élue en charge du domaine dont nous parlons ce soir-là et qui nous parle de nos propositions dans ce domaine. Alors, ce soir, nous avons choisi de parler d'un thème important, le thème de l'agriculture et de l'énergie. Et notre ambition, c'est que cette agriculture et ces énergies eh bien, soient produites localement et de manière durable. Donc, c'est un groupe de sujets qui ont cette cohérence du point de vue de la transition écologique, du point de vue de la vision que nous avons du développement de notre territoire, de la proximité entre la production et la consommation, que ce soit pour l'agriculture, l'alimentation, que ce soit pour l'énergie. Donc, nous avons eh bien, l'honneur de recevoir ce soir donc, Audrey Lacroix, qui est présidente du groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique. Merci à elle d'être là ce soir. Et puis, nous échangerons aussi avec Laurent Dubost, qui fait partie de notre équipe, qui sera conseiller délégué aux questions d'énergie, et puis qui sera conseiller métropolitain si les électrices et les électeurs nous font confiance le 28 juin. Laurent a fait toute une carrière dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'énergie. Il est très impliqué dans les projets, en particulier d'énergie citoyenne. Et donc, c'est lui qui portera cet aspect de notre politique et de notre ambition pour Orvault au cours de ce mandat. Et puis, nous avons autour de la table virtuelle, comme chaque jeudi, Bruno Rezano, membre de notre équipe également, qui joue le rôle d'animateur et à qui je vais laisser la parole, qui va nous expliquer un petit peu, vous rappeler, pour ceux qui sont là pour la première fois, un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va pouvoir commencer cette soirée. Donc, merci encore à vous d'être là. Merci Jean-Sébastien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes ensemble pour une réunion publique en ligne d'environ 3/4 d'heure avec l'outil Zoom que vous connaissez sûrement. Donc, c'est un moyen de communiquer, de plusieurs à parler, à présenter, mais aussi à des spectateurs d'assister à ce rendez-vous et de poser des questions. Nous avons déjà une vingtaine de personnes qui assistent. Et dans vos différentes interfaces, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous avez des commandes. Et parmi ces commandes, deux petites bulles qui s'appellent Q et R comme questions et réponses. Et vous allez pouvoir par écrit poser des questions aux intervenants. Nous allons les noter, nous allons les classer. Vous pouvez aussi les classer en votant pour les questions des autres personnes. Et nous poserons différents intervenants. Je poserai aux intervenants les questions qui auront reçu le plus de votes. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Sachez que nous sommes diffusés également sur Facebook Live et dans la conversation, c'est également possible de poster des commentaires, des questions qui seront lues et pourront être répondues en direct, voire par d'autres réseaux par la suite si le temps ne nous le permet pas. Voilà pour la présentation. On va pouvoir passer au débat et je vais passer la parole à Audrey Lacroix. Je vais lui demander pour elle quelle est la situation de la bio en Loire-Atlantique et comment est-ce que les collectivités, des équipes comme la nôtre, peuvent contribuer à son développement. Alors, donc, je me représente, donc je suis Audrey Lacroix, je suis paysanne moi, à La Chapelle-sur-Erne, donc pas très loin d'Orvault, depuis maintenant 10 ans. Et je suis très récemment élue présidente du GAB. Enfin, j'étais coprésidente l'année dernière, j'étais réélue aujourd'hui présidente du GAB. Donc, le GAB, ça veut dire le groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique. C'est un réseau en fait qui est sur toute la France. Donc, il y a les GAB au niveau départementaux et on est en réseau aussi au niveau national avec la Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc, c'est un réseau d'agriculteurs qui œuvrent depuis maintenant en Loire-Atlantique, ça fait 30 ans, qui œuvrent pour le développement de l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui en Loire-Atlantique, juste pour resituer, ça représente à peu près 600 hommes et femmes qui sont adhérents et engagés donc, dans le GAB.
Donc nous, on travaille en fait, donc la bio, on parle souvent de la bio. Alors c'est une charte qui a d'abord été une charte uniquement française et puis est devenue une charte européenne. On défend évidemment cette charte, mais au GAB, on a aussi légèrement tendance à aller un peu plus loin, à avoir aussi des aspects qui ne sont pas forcément dans la charte bio, donc notamment des aspects climat, des aspects sociaux, équitables, biodiversité, qui sont pour nous aussi extrêmement importants. Et aujourd'hui, par exemple, c'était notre premier CA depuis le confinement en présentiel, et on a travaillé beaucoup justement sur ce thème de savoir comment on fait pour valoriser aussi tous ces aspects qui sont importants pour nous et qui vont au-delà de la simple charte bio, qui est déjà une énorme avancée pour certains producteurs qui en sont loin, mais qui n'est pour nous pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on pense aussi que finalement la bio évolue, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi, on apprend chaque fois de nos pratiques, et on sait qu'on a envie d'aller vers le mieux, toujours le mieux, pour plus de biodiversité, pour une qualité de l'eau pour tout le monde, pour une qualité de l'air, pour des produits sains pour nous les paysans, mais aussi pour les mangeurs, quoi. Donc, en fait, ça fait des années, du coup, le GAB aujourd'hui, c'est pas mal développé. On travaille souvent sur deux aspects. On travaille sur les aspects soutien aux agriculteurs, c'est-à-dire sur cet aspect, techniquement, comment on fait pour passer en bio, si on ne l'est pas, ou comment on fait pour s'installer en bio, quels sont techniquement les besoins que ça représente, sur de l'expérimentation pour améliorer toujours nos pratiques. Et puis, on travaille aussi auprès des collectivités pour mettre en place des politiques qui valorisent la bio. Et en fait, oui, pour répondre à la question, nous, de notre point de vue, du travail qui est fait depuis des années, c'est oui, c'est possible. Les collectivités territoriales ont le pouvoir de modifier les choses et de faire avancer la bio sur leur territoire. Et on a souvent tendance à se dire oui, c'est loin, c'est là-haut, c'est l'Europe, on ne peut rien faire, etc. Et notre expertise dit qu'aujourd'hui, oui, c'est possible. Voilà, donc je réponds à cette question. Donc, pour répondre à la question de la situation de la bio, en fait, aujourd'hui, elle est plutôt bonne en Loire-Atlantique. On peut se targuer d'être le premier département de l'Ouest en bio. Donc là, j'ai quelques chiffres. On a par exemple 1091 fermes en bio en 2019. Hein, nous, on avait fait une grosse fête en 2019 parce qu'on avait passé la barre des 1000 fermes bio. Sur à peu près 4500 fermes aujourd'hui en Loire-Atlantique. Donc, ça veut dire presque une ferme sur 4 qui est en bio en Loire-Atlantique. Donc, on a une augmentation qui est continue. On a donc aujourd'hui autour de 25%. Voilà. Par contre, 25% des fermes, mais ça représente 18% de la surface, hein, parce que souvent, les fermes sont plus petites. Voilà, c'est un petit peu réparti sur le territoire. C'est en grande partie des fermes qui sont en céréales et en fourrage. Voilà, c'est ça, hein, tac, 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 ouais. Légumes, ouais, beaucoup. En fait, on est quand même beaucoup un département d'élevage et de lait, donc c'est quand même en grande partie. Et puis souvent, en surface, en fait, les exploitations maraîchères, etc., sont souvent plus petites. Donc, on se porte bien. On a près de la moitié des installations qui se font en bio aujourd'hui. On a beaucoup d'acteurs sensibilisés. On voit bien qu'on a aussi des citoyens qui de plus en plus demandent à avoir accès à une agriculture bio. Mais, parce que quand même, je trouve qu'il y a un mais, ça reste quand même, on reste quand même déjà au niveau représentatif, au niveau de la gouvernance agricole, on reste en ultra minorité. Donc, nous, au niveau de la gouvernance agricole, on n'arrive pas à faire changer les choses. On reste quand même en minorité en surface, ça reste que 18% des surfaces. Hein, donc voilà, on est quand même en minorité. Donc nous, on pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Pardon, mon téléphone sonne. On pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que les collectivités sont en première ligne, sont le fer de lance vraiment pour pouvoir changer les choses au niveau local. Parce que nous, on promeut une bio aussi locale et c'est vraiment au niveau local qu'on peut le faire. Donc, il y a, en quelque sorte, il y a plusieurs entrées, mais on pense qu'une des entrées, c'est la restauration collective sur laquelle la collectivité a la main. Et puis, éventuellement, le foncier, les installations aussi sur les communes. Donc, on a développé en fait un petit manuel qui est comment développer l'agriculture biologique sur mon territoire. Et on a développé tout un tas d'outils pour aider les collectivités à justement réfléchir à ces problématiques
et prendre étape par étape, parce qu'en fait, ça demande quand même un travail aussi de mise à plat, de où est-ce qu'on en est, qu'en pensent mes agriculteurs sur mon territoire, parce qu'il ne s'agit pas de prendre non plus de front, mais d'essayer d'aller ensemble vers du mieux. Donc voilà, donc on a développé tout un tas d'actions qu'on pourra proposer éventuellement si ça vous intéresse. Et voilà, et on est vraiment d'accord avec cette idée que les collectivités sont vraiment charnières et sont capables de faire changer les choses et qu'il y a besoin encore de les changer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu mes 10 minutes. Très bien, merci Audrey. Donc, c'est l'enchaînement parfait avec Jean-Sébastien qui va nous parler de nos propositions sur l'agriculture, sur l'alimentation et la transition en général. Oui, merci beaucoup Audrey pour ce tour d'horizon. Et puis on aura l'occasion effectivement de revenir sur ces leviers qu'ont les collectivités locales. Nous, dans notre projet, on y a réfléchi et on a effectivement cette ambition que notre politique municipale, elle soit à la fois, elle apporte une alimentation de qualité, une eau de qualité pour les Orvaltaises, les Orvaltais et pour les enfants, pour les adultes, mais qu'on a aussi un rôle à jouer de démultiplicateur, d'effet levier, et ça fait partie de notre ambition. On est convaincu qu'on a ce rôle-là à jouer en tant que collectivité locale. On a parlé du bio, de l'abio, de l'agriculture, effectivement, l'enjeu qu'il y a derrière cette agriculture, ce n'est pas simplement celui de l'alimentation. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un enjeu beaucoup plus large que ça, les enjeux climatiques, les enjeux de santé, les enjeux de qualité d'eau, etc. Donc, c'est un enjeu très important. Même si, en effet, l'objectif, c'est de tirer vers le haut un peu le maximum d'acteurs, le maximum d'agriculteurs, de paysans, et puis d'aller vers cette conversion progressive, dans cette transition agricole que nous avons à mener, qui est effectivement plutôt bien engagée en Loire-Atlantique. On peut rappeler qu'effectivement, on est le département où il y a le plus d'agriculteurs bio en proportion, donc on est plutôt dans une bonne dynamique, mais on a encore ce rôle à jouer majeur. Alors nous, on a effectivement l'objectif de mobiliser le levier de la restauration collective avec deux objets. Alors, un objectif général qu'on s'est fixé pour 2026, c'est d'être à 75% de bio dans la restauration collective, avec deux sources d'alimentation pour ça. D'abord, on souhaite mettre en place une ferme municipale, maraîchère, donc en régie municipale, pour fournir une partie de ces aliments, de ces légumes. On pourrait dire peut-être de l'ordre d'un tiers, probablement, peut-être un peu plus, sur 2-3 hectares. Et avec cet objectif aussi de coupler cette ferme municipale à un centre pédagogique pour que ce soit aussi un lieu pour que les enfants, pour que les adultes puissent découvrir l'agriculture, l'alimentation durable avec des formations, avec des expositions, avec des moments de sensibilisation. Et puis, on pense qu'il y a aussi quelque chose à mettre en place du point de vue formation professionnelle. On sait qu'à Saint-Herblain, il y a déjà des choses intéressantes qui se font, notamment pour les jeunes agriculteurs bio qui ont besoin d'expérimenter. On pense qu'il y a des partenariats aussi qu'on peut créer à Orvault, en tout cas en développant ce pôle et cette ambition importante. Donc, il y a ce levier d'une ferme municipale pour fournir une partie des légumes bio de nos cantines municipales. Mais on est convaincu que c'est intéressant aussi de jouer un rôle dans le développement de la filière bio départementale, et donc une partie des aliments bio qui seront fournis dans les cantines soit issus des producteurs bio de la commune, mais aussi du département, pour qu'on puisse jouer ce rôle d'effet levier. Et en effet, la commande publique est un levier important. Ça nécessite, nous le savons, pour avoir échangé avec des agriculteurs, des agricultrices, avec une autre structure aussi avec laquelle vous travaillez, je le sais, Manger Bio 44, qui joue ce rôle d'aider les producteurs à répondre aux appels d'offres. Il y a ce travail-là à faire qui ne se fait pas à Orvault. En tout cas, c'est les témoignages qu'on a, les retours qu'on fait. Donc, nous, on souhaite être vraiment très, très actifs pour développer cette partie-là de la commande des cantines pour avoir ce rôle de levier. Tout basé sur une ferme municipale, ça ne nous semble pas être forcément la meilleure chose à faire parce qu'on pense qu'il faut pouvoir jouer sur les deux côtés. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est les autres terres agricoles à Orvault. Et on souhaite en effet jouer un rôle de mettre en place un plan de transition agricole dans notre commune avec les agriculteurs, de travailler sur le moyen terme, d'identifier les possibilités, soit de conversion,
soit lorsque des parcelles peuvent se libérer, voir comment elles peuvent être confiées à des jeunes agriculteurs bio, des maraîchers ou d'autres types de production, pour que progressivement, on ait de plus en plus à Orvault une agriculture durable, bio, respectueuse de l'environnement. C'est un travail à faire sur la durée. Ça peut se faire sous forme d'appel d'offres ou d'appel à projets. Et ça se fait dans d'autres communes. Ça peut être en partie avec des fonds publics, en partie avec de la mobilisation d'épargne citoyenne. Il y a de nombreux leviers à mobiliser pour ça. Donc, on a cette vision globale, au-delà de la simple restauration collective et d'une seule ferme municipale, cette vision globale pour les terres agricoles de la commune et pour le développement de la filière bio dans le département. Puis l'agriculture et l'alimentation, ça ne se limite pas non plus seulement à cette question-là. Il y a la question de l'agriculture urbaine, de comment on peut reprendre du lien entre l'alimentation et dans nos quartiers. Donc, on souhaite développer les jardins partagés. Il y a quelques parcelles à Orvault, mais on peut en développer davantage. Des vergers qui soient accessibles à tous, des parcelles qui soient accessibles à tous, avec de la production, en incitant les Orvaltais et les Orvaltaises à cueillir les fruits, à cultiver ces espaces-là, pour que l'alimentation revienne au cœur de nos quartiers. Il y a des projets de fermes urbaines qui se développent dans l'agglomération qui sont aussi très intéressants et pour lesquels nous avons un regard particulier. Puis on souhaite aussi développer, expérimenter, au moins dans un premier temps, avec le CCAS, des logiques de paniers solidaires pour que cette alimentation bio, durable, elle soit également accessible à tous les budgets. Et donc, on travaille progressivement de cette manière-là. Et puis, globalement, vous le savez peut-être, il y a un projet alimentaire territorial à Nantes Métropole qui fixe un cap, qui fixe des objectifs. Alors, peut-être Bruno pourra nous montrer ce document qu'on trouve sur Internet, évidemment, là, qui, vous verrez, en quelques pages, donne à la fois les ambitions et les orientations de la politique de Nantes Métropole en la matière. C'est un projet dans lequel nous souhaitons jouer un rôle de commune pilote et on sait que ces grandes ambitions métropolitaines, elles nécessitent que des communes s'en emparent et soient pilotes et tirent un petit peu les ambitions vers le haut. Donc, on souhaite jouer ce rôle-là avec d'autres, évidemment, dans l'agglomération, avec l'équipe majoritaire de la majorité métropolitaine. Vous verrez, Bruno, si tu passes sur la dernière page de ce document, il y a en particulier quelques ambitions qui sont importantes sur lesquelles, des actions à retenir sur lesquelles nous allons aussi nous appuyer dans les quartiers, dans les communes, avec, vous voyez, vous pourrez consulter ce document qui est intéressant. On va vous mettre le lien dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur le Zoom. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir une ambition importante pour notre commune, la restauration, les terres agricoles, l'agriculture et l'alimentation de proximité dans les quartiers, et globalement, ce travail collaboratif et cette grande ambition que nous voulons porter aussi à l'échelle de la métropole. On sait que le département aussi a des actions en la matière et nous sera aussi un partenaire important pour nous. Voilà, tracé rapidement, vous voyez la globalité de notre projet, la manière dont nous appréhendons les choses pour être efficaces et couvrir l'ensemble des enjeux. Alors, on verra peut-être d'autres solutions que le GAP 44 peut nous suggérer et avec lesquelles nous pourrons travailler aussi dans l'avenir. Mais avant qu'on parle de ça et qu'on peut-être on réponde à des questions, je vais laisser la parole à Laurent Dubosc, donc, qui va nous parler un de nos grands objectifs, une de nos grandes ambitions que nous portons pour Orvault, également sur ce mandat jusqu'à 2026, et qui concerne l'énergie et plus particulièrement l'énergie photovoltaïque. Donc Laurent, je te laisse nous parler de ça. Bonsoir. Donc effectivement, dans le cadre de la partie transition énergétique de notre programme, nous avons affiché l'ambition qu'il y ait à l'horizon 2026, à la fin du mandat, donc autant de panneaux photovoltaïques que d'habitants en Orvault. C'est pour ça que l'on a retenu le chiffre 26 000, ce sera probablement plutôt 27 000 à cette époque-là, mais au moins ça parlait 26 000 panneaux en 2026. Alors, on part de loin, puisqu'effectivement aujourd'hui on a pris un peu de retard, puisque la mairie a installé une belle installation au-dessus de l'école du Vieux-Chêne. Heureusement qu'il y a à peu près 150 particuliers qui, sur leur maison, ont individuellement mis des petites installations photovoltaïques.
Et donc, je citais ce chiffre de 100 kW parce que la commune qui nous est voisine a, dans le même temps, installé 100 fois plus de panneaux photovoltaïques avec 10 000 kW. Je parle de Saint-Hermelin. Donc, comment on va faire pour atteindre cet objectif? Eh bien, on a regardé, on a étudié, on s'est nourri d'expériences aussi d'autres communes. Et donc, on va compter sur les Orvatais eux-mêmes. Et on va essayer, avec eux, de multiplier par 3 les installations photovoltaïques sur les toitures des maisons. On utilisera pour ce faire un moyen tout simple qui est d'utiliser et de demander aux 150 personnes qui ont déjà des installations de devenir des ambassadeurs, c'est-à-dire accepter de partager leur expérience, montrer que ce n'est pas compliqué, parce que là, on a quand même à lutter contre des images parfois un peu négatives de commerçants peu scrupuleux qui vendent des installations à des gens leur faisant miroiter des résultats économiques et techniques un peu trop ambitieux. Donc nous, on fera parler les Orvaltais aux Orvaltais pour rassurer les particuliers. On aura une politique volontariste sur les toitures publiques. Alors, quand on dit toiture publique, c'est aussi bien celle de la commune que celle, par exemple, du conseil régional qui gère le lycée Appert. Pour ceux qui prennent la route qui longe le lycée Appert, on peut voir qu'il y a une formidable toiture bien orientée plein sud qui n'est pas valorisée. Nous, on aura des opportunités avec l'extension de l'école de la Saint-Lantine, la nouvelle école à la Proudière. Et moi qui habite à proximité de l'école primaire de la Ferrière, je vois toujours cette façade de l'école primaire bien orientée qui n'est pas dotée de panneaux. On aura aussi des relations et un travail à faire avec les industriels pour qu'eux aussi utilisent le potentiel de leur toiture. À côté de chez nous, le Leclerc Atlantis va, au courant de cet été, installer 5000 panneaux photovoltaïques au-dessus du parking Silo, là, qui est à l'entrée du Leclerc Atlantis. Il y a quelques années, on s'était étonné que notre Leclerc à Grandval ne profite pas de l'occasion de l'installation de sa toiture au-dessus des parkings pour faire le même genre d'opération. Et puis, on a un tas d'autres idées. Par exemple, il est très probable que la voiture électrique va se développer. On pourrait se dire pourquoi tous ces concessionnaires installés sur Orvault le long de la route de Vannes ne profiteraient pas de l'opportunité qu'offre la couverture de leur parking pour protéger leur voiture, mais en même temps, avec des ombrières, produire de l'électricité renouvelable et commercialement offrir, par exemple, la recharge gratuite à leurs clients. Donc, cet objectif est à la fois ambitieux, mais réaliste, puisqu'on s'est rapproché de Nantes Métropole et on voit que l'on n'utilise que 5% des toitures disponibles. Donc, vous voyez que ça reste modeste et donc pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Faut se dire aussi que c'est des opérations qui trouvent un équilibre financier. En général, maintenant, les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de plus de 30 ans. On passe 15 ans à rembourser l'investissement et 15 ans de recettes pures pour la collectivité ou celui qui aura fait l'effort d'investir. Et quelque part, c'est aussi une façon de commencer à rembourser la dette écologique que l'on laissera à nos enfants et petits-enfants en disant, voilà, nous, on va faire l'effort, on va investir et demain, vous aurez une énergie propre, quasiment gratuite et renouvelable produite chez nous. Sachant que sur l'agglomération nantaise, on a aussi un microcosme, enfin je ne sais pas comment dire, mais un tas d'acteurs, que ce soit des installateurs, et on a même la chance d'avoir un fabricant de panneaux photovoltaïques. Donc, on peut aussi s'équiper en ne faisant pas venir des panneaux photovoltaïques de l'autre bout de la planète. Donc, il faudra qu'on valorise toutes ces opportunités. Avec notre propre énergie, on convaincra les gens d'avancer dans ce domaine. Donc, merci Laurent. Nous allons pouvoir passer à la phase des questions. Il y a déjà de nombreuses questions en direct sur Zoom ou sur Facebook Live. Donc, la première question va être pour Audrey. Donc, c'était une question un petit peu provocatrice qui rappelle les discours des tenants de l'agriculture conventionnelle qui prétendent que les fermes bio ne fonctionneraient qu'avec des subventions et du bénévolat. Que répondez-vous à cette agression? Que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Du coup, moi, je répondrai avec des chiffres aussi. Donc, si je ne dis pas trop de bêtises, je pense. En France, aujourd'hui, les aides à l'agriculture, c'est presque 9 milliards. Donc, c'est quand même pas rien. Et les chiffres qui sont sortis, c'était aberrant. C'est que 80% de cet argent revient à 20% des fermes.
Et c'est la plupart du temps des fermes très grandes, parce qu'en fait, c'est souvent lié à la surface des fermes. Donc dire que les bio toucheraient plus, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde de mon point de vue. Hein. Là, je suis un peu... Pardon, mais quand même. Et l'autre point qu'il faut savoir quand même en Pays de la Loire, c'est qu'il y a des aides en plus, normalement, spécifiques à la bio. Nous, on a toujours demandé à ce que soit reconnu le bénéfice environnemental de nos pratiques. Parce que les agriculteurs qui ne sont pas en bio, on paye ailleurs le fait qu'ils utilisent des produits chimiques, on le paye dans la dépollution de nos sols, dans la dépollution de notre eau, dans la dépollution de notre air, etc., dans notre santé. Donc, on le paye ailleurs. Et aujourd'hui, en Pays de la Loire, ces aides bio, c'était une enveloppe finie. Hein, ça s'appelle le deuxième pilier, c'est toujours un peu compliqué les aides agricoles. Et comme on est nombreux à être en bio, l'enveloppe n'est pas assez grosse pour aller jusqu'au bout. C'était prévu donc pour aller jusqu'en 2020. Et donc aujourd'hui, elles ont sauté. Hein, donc pour une partie, donc elles ont sauté notamment pour les agriculteurs déjà en bio, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aides au maintien. Par contre, elles n'ont pas sauté pour ceux qui sont en conversion, donc qui sont en conventionnel et qui passent en bio. Donc voilà. Donc du coup, sur les histoires d'aide, je pense qu'on peut en discuter. Nous, on n'est pas des gros promoteurs de l'aide. On aimerait mieux, clairement, pouvoir fonctionner sans qu'il y ait des aides et que les gens payent le vrai prix de ce que coûte la nourriture. Parce que oui, la nourriture, ça coûte à produire. C'est du temps qu'on y passe. Et ce serait bon qu'on y redonne de la valeur parce que aussi, on nous a appris pendant des années que ça ne vaut rien. Mais moi qui ai fait d'autres travaux avant, qui a fait un autre travail, je me rends compte à quel point ça a de la valeur en le faisant, parce que c'est un travail qui mérite d'être reconnu. Et on l'a vu en plus avec cette période de confinement, d'un seul coup, tout le monde a réalisé que c'était hyper important la nourriture et qu'on avait besoin de manger. Donc je trouve que c'est bien, peut-être que c'est des choses qu'on va pouvoir apporter. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Je ne sais pas, j'ai répondu à la question. Ah oui, je pense, oui. Merci bien. Donc, dans la lignée de ce sujet, de cette question, je me tournerai vers Jean-Sébastien, vers Laurent, pour leur demander comment encourager la conversion au bio dans les exploitations agricoles de la commune d'Orvaux qui existe. Comment on peut faire au niveau de la municipalité, de la ville, pour aider à ce mouvement, le renforcer? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est une ambition, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure le projet alimentaire Nord Métropole. C'est une ambition aussi de Nord Métropole d'aider à la conversion et d'aider au maintien, en effet, des agriculteurs bio. Il y a un objectif qui est très ambitieux, qui est d'avoir à peu près 50% de fermes bio sur le territoire de l'agglomération métropolitaine, donc c'est l'agglomération nantaise. Donc, c'est un objectif ambitieux, mais qui mérite de donner un cap clair. Et donc, on veut y contribuer. Alors, il peut y avoir différentes manières. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question de la conversion et puis il y a la question des nouvelles exploitations, du moment des transitions entre un ancien agriculteur et un nouveau. Et là, il y a moyen de travailler avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec des appels à projets pour que dans les arbitrages qui sont faits, alors c'est un petit peu technique, peut-être Audrey pourra en parler, mais dans la manière dont se fait l'arbitrage sur à qui reviennent les terres quand il y a une transition de propriétaire ou un changement d'agriculteur. Mais il y a tout un travail à faire pour saisir ces opportunités, pour aider. Alors, il y a différentes formes d'aide qui peuvent être financières, qui peuvent être sur des propositions de débouchés, de circuits courts. Moi, je suis le cofondateur de l'association des AMAP d'Orvaux. En 2009, on a travaillé sur ce lien entre les circuits courts, entre les producteurs et les consommateurs pour remettre du lien, pour remettre de la sécurité aussi économique pour que les producteurs puissent se consacrer à la production et pas seulement à la vente. Donc, il y a des partenariats comme ça à créer, des ponts. La ville peut jouer aussi un rôle pour sécuriser des débouchés, faire en sorte que les nouveaux agriculteurs qui arrivent, ce soit dans un cadre économique sécurisant. Donc voilà, il y a différents leviers pour ça, outils des aides, et puis pour la conversion, et puis dans les transitions alimentaires. Peut-être Audrey a d'autres pistes à évoquer dans le type d'aide qui peuvent être apportées. Mais, voilà. Oui, après, nous, on a essayé de travailler. C'est vrai que ce n'est pas simple, parce qu'on voit bien que passer en bio, c'est aussi toute une démarche intellectuelle et que c'est long et qu'on n'est pas, on passe par des étapes. Moi-même, j'ai senti ce passage de différentes étapes. Et du coup, on a travaillé, par exemple, le GAP travaille avec des études qu'on appelle Sensibio, qui sont pour essayer de mesurer où on en est, nous, dans notre démarche, parce que c'est presque une démarche
interne, c'est où on en est par rapport au bio. Est-ce qu'on est complètement rebuté à dire non, c'est de la merde et tout ça, ou est-ce qu'au contraire, on se dit oui, mais je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, ou est-ce qu'on se dit oui, voilà, où en est l'agriculteur. Et en fait, ça permet d'ajuster le soutien à où on en est dans cette démarche. Et le mot que tu cherchais, je pense, c'est transmission, ce qu'on appelle la transmission. Ça, c'est l'événement majeur qui va avoir lieu là, dans les 10 prochaines années. C'est le papy boom, c'est tous les agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et c'est énorme, en fait. Et que ce soit pour des exploitations qui sont déjà en bio ou pas, il va y avoir une grosse période de transmission. Et là, il faut d'abord redonner envie de devenir agriculteur, parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on n'a pas donné trop envie aux gens. On a dit que c'était justement que ça marchait qu'avec du bénévolat, que les gens se suicident, que c'est pas… Alors moi, je dis, c'est un très, très beau métier et qui est à valoriser et qui est valorisant parce que les gens reconnaissent que c'est important. Donc voilà, redonner. Et effectivement, il y a tout un travail à faire sur cette transmission. Et les collectivités peuvent appuyer effectivement les candidats qui seraient intéressés et les encourager effectivement à passer en bio. Ça va être une grosse problématique des prochaines années. Tout à fait. Et donc, sur la question de la transmission, justement, on a parlé de la cantine pour les écoles. Est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'on a dans notre programme, on a prévu, c'est une question, des liens particuliers avec le lycée agricole Riffel, avec le restaurant pédagogique du lycée Appert, qui sont sur notre territoire et qui ont également un rôle à jouer, y compris éducatif? Oui, alors tout à fait. Alors, c'est aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je dis que Orvault peut être une commune pilote, je pense qu'on a géographiquement et par les acteurs que nous avons sur notre territoire, on a en tout cas cette opportunité, j'allais dire presque cette responsabilité, mais de jouer un rôle important. Géographiquement, on est à la limite entre la zone rurale qui produit, la zone agricole. Nous avons nous-mêmes tout un secteur de notre commune qui produit notamment beaucoup de lait. On fait partie des communes qui produisent beaucoup de lait dans le département. Et puis, on est dans l'agglomération nantaise. Donc, géographiquement, on a ce rôle charnière important. Donc, on a un rôle à jouer dans le lien entre production et consommation. Et puis, on a des acteurs importants. On a parlé soit sur notre commune, soit à proximité. Alors, effectivement, il y a le lycée Appert pour ce qui est de l'alimentation, de la cuisine, etc. Donc, il y a un travail intéressant à construire, un partenariat à construire avec eux. Et puis, nous avons dans la commune voisine, à Saint-Herblain, le lycée Rieffel qui mène des actions intéressantes. Alors, seul ou en partenariat avec d'autres acteurs. Je l'ai cité tout à l'heure, il y a cette possibilité pour des jeunes d'expérimenter la culture, la production bio sur des parcelles qui sont réservées pour ça. Moi, je souhaite qu'on travaille avec Rieffel, avec Saint-Herblain, avec les différents acteurs pour qu'on voit comment éventuellement une partie de la ferme maraîchère municipale puisse aussi jouer ce rôle-là et démultiplier ces possibilités-là. Il y a aussi tout un travail qui se fait sur la transformation, sur la légumerie, parce que c'est aussi un enjeu important. Et donc, je suis convaincu, et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des échanges, qu'il y a des coopérations. Nous sommes deux communes voisines. Si nous allons dans le même sens sur ce sujet, je pense qu'on peut imaginer vraiment des effets d'entraînement et des synergies intéressantes entre nos deux communes, entre les différents lycées, entre les différents acteurs, pour qu'on soit vraiment pilote de ce projet alimentaire territorial. Merci. Alors, nous avons une question plus qui interroge la cohérence politique. En fait, est-ce qu'il y a comment faire le lien entre la question sociale, la question du niveau de vie, les quartiers populaires et l'accès à une alimentation de meilleure qualité ou bio qui parfois peut être plus cher? Comment est-ce qu'on peut rendre cela possible et trouver des dynamiques favorables? Alors, une question à la fois pour Audrey et pour Jean-Sébastien également. Alors, peut-être d'un point de vue politique, alors c'est un enjeu majeur. L'alimentation, quand on parle de l'alimentation, c'est l'alimentation de toutes et de tous. Et donc, c'est un enjeu majeur, c'est ce lien entre la question des revenus et la question du type d'alimentation. La bio, c'est pas réservé, ça ne doit pas être réservé aux personnes qui ont le plus de revenus. Alors, si on parle de la cantine, c'est l'exemple typique. Beaucoup d'enfants mangent à la cantine. En vous, on sert selon les moments entre 1800 et 2000 repas par jour. On est donc sur la possibilité, justement, en développant la bio dans les cantines scolaires, de faire en sorte que tous les enfants bénéficient d'une alimentation de qualité
au moins le midi. Et puis, il y a ce rôle pédagogique aussi, tout ce travail qu'on peut faire avec les enfants, de sensibilisation, tout ce travail sur l'alimentation, qui permet aussi dans les familles d'avoir des bons réflexes, des bonnes astuces, parce que parfois, l'alimentation, c'est aussi une question d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bons réflexes, et donc, ce sera aussi un des rôles de ce centre pédagogique de l'agriculture et l'alimentation durable que nous voulons créer, c'est de permettre ça. Et puis, je l'ai dit, il y a avec le CCAS un projet à expérimenter sur les paniers solidaires, sur la manière dont on peut faire en sorte que toutes les classes sociales puissent bénéficier de cette alimentation. Et enfin, dans les quartiers, dans tous les quartiers, et en particulier dans les quartiers où le revenu moyen est moins élevé, eh bien, nous pouvons développer des initiatives de production agricole, de parcelles accessibles pour que des personnes qui habitent dans ces quartiers-là puissent avoir des parcelles à cultiver, être accompagnées pour ça. Donc, il y a tout ce travail-là à faire, vraiment très étroit entre la question des solidarités et la question de l'alimentation de qualité et les questions écologiques. Les deux sont vraiment très liés. C'est un enjeu majeur. Vraiment, c'est cette ambition-là aussi que nous voulons porter. Audrey Lacroix, je pense sur ce sujet, oui. Oui, nous, on a développé aussi un outil qu'on appelle le défi FAP. Donc, c'est le défi famille alimentation positive, qui a été mis en place sur plusieurs quartiers, partout sur Nantes. On travaille en ce moment avec Nantes Métropole et sur d'autres agglomérations. Et l'idée, justement, c'est de se rendre compte que c'est aussi une histoire de réflexe. C'est-à-dire qu'on a, comme je disais, on a quand même appris que la nourriture ne valait rien. Donc, en fait, ça repart d'une base, en fait, avec des familles qui font les défis un peu comme il y a les défis environnement, avec l'idée de, à budget constant, introduire des produits bio dans leur alimentation et se rendre compte que d'abord, ça ne va pas forcément faire augmenter. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que peut-être il va falloir plus cuisiner, peut-être il va falloir acheter plus de produits bruts et peut-être il va changer les lieux où on s'approvisionne. Et c'est là que du coup, on découvre les AMAP, on découvre les marchés à la ferme, on découvre qu'il y a des producteurs qui vendent sur les marchés, etc. Et cette idée aussi de cuisiner, etc., c'est vraiment important. C'est aussi un changement d'habitude. Donc, c'est toujours plein de choses liées. Et ça rejoint, juste, je voulais rajouter aussi tout à l'heure sur la Restoco. Aussi, tout le travail sur la Restoco, je trouve que c'est important de se dire, c'est bien de vouloir mettre 75% de bio dans la Restoco. Mais selon nous, en fait, tout le travail qu'on a fait, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut aussi travailler avec les enfants, avec les enseignants, avec l'équipe éducative, etc. pour se demander pourquoi on mange, qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient ce qu'on mange, pourquoi, par exemple, c'est hyper important le travail que fait le cuisinier dans l'école et qui doit être aussi reconnu comme le sont les professeurs, etc. Et qu'il peut y avoir des liens, des choses à apprendre pour les enfants. Et du coup, c'est un peu ce travail aussi qu'on a essayé de faire dans les projets qu'on a menés. Voilà. C'est tout à fait, juste sur ce point, c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel on est, et en particulier quand on parle de ce centre de l'agriculture et l'alimentation durable, là, lié à la ferme municipale, avec un rôle éducatif, c'est effectivement de faire en sorte que toute cette dynamique, elle soit liée avec les enfants à de la pédagogie, de lutte contre le gaspillage, mais aussi tout ce que tu viens de dire, ça fait tout à fait partie de la dynamique qu'on a envie de créer. Oui, je pense que ça répond à une question qui a été posée également. Comment sensibiliser les jeunes, aussi leur donner des solutions, leur montrer comment ils peuvent agir à leur niveau, car ils ont envie d'agir. Et je pense que ce que vous avez dit répond déjà à cette question. Alors là, je souhaiterais qu'on revienne qu'on repart sur le terrain de l'énergie qu'on a abordé avec Laurent. Il y a une question qui peut faire le lien entre les exploitations agricoles et la production d'énergie. Il y en a une question sur la méthanisation et comment est-ce qu'elle pourrait être exploitée. Est-ce que c'est un projet envisageable? Est-ce que Laurent ou Jean-Sébastien, vous avez un avis là-dessus, ou peut-être Audrey aussi? Laurent, là, effectivement, la méthanisation des déchets agricoles est une solution qui maintenant est chaque jour un peu plus fiable, mais c'est des installations qui sont assez importantes et coûteuses. Donc, il faut surtout commencer par bien établir le besoin, quels sont les déchets qui sont produits, en quelle quantité, où. Sachant que ces petites bactéries, elles aiment à la fois la régularité dans leur approvisionnement, ce qu'on leur donne à manger pour transformer ça en méthane, mais aussi elles aiment aussi un peu la diversité. Donc il ne faut pas uniquement leur donner du fumier, du lisier ou des fientes de volaille, il faut aussi apporter un peu de déchets d'agroalimentaire et pourquoi pas des déchets en provenance des collectivités lorsqu'ils sont de bonne qualité, des déchets verts ou des déchets issus de collecte sélective bio. Donc, je crois, enfin Jean-Sébastien
pourra le confirmer, qu'il y a une étude qui a été lancée déjà il y a plusieurs années sur Orvaux. Moi, je n'ai pas pu accéder aux données de cette étude, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, hein, en matière d'énergie renouvelable, il faut utiliser toutes les solutions possibles pour obtenir un mix de façon à pouvoir sécuriser notre approvisionnement électrique à terme. Et la méthanisation sur une commune comme Orvaux est une opération qui sera étudiée. Alors justement, sur Orvaux, est-ce que tu peux nous donner des indications, des chiffres, savoir quelle est la consommation électrique à Orvaux et, par exemple, que représenterait la solution des 26 000 panneaux solaires? Qu'est-ce que ça permettrait de faire en termes de pourcentage de production, des éléments comme ceci, si c'est possible de répondre? Oui, je souris parce qu'on a eu l'occasion d'en parler en début d'année avec l'équipe, parce qu'en fait, quand on dit quelle est la consommation électrique de la ville, il faut savoir, certains pensent que ce sont simplement les services municipaux, le patrimoine, et puis moi j'avais tendance à penser que c'était la consommation totale des particuliers, des services publics, des acteurs économiques. Et là, alors, je connais le chiffre, mais je ne sais pas comment il va parler à nos spectateurs, c'est 110 millions de kilowattheures chaque année, tous les compteurs électriques accumulés. Et donc, en fait, si on arrive à 26 000 panneaux, on sera à la tête d'une production qui pourrait représenter entre 7 et 10% de notre consommation électrique totale. Alors, pourquoi cet écart? C'est parce que aussi, et on ne sera pas inactif là-dessus, il faut encourager les gens à être plus sobres et plus efficaces dans leur façon d'utiliser l'énergie, parce que bon, c'est vrai qu'un kilowattheure, ça coûte pas cher, ça coûte 15 centimes d'euros, mais le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas, et il faut aussi s'engager sur cette démarche. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fraction entre 7 et 10%. Cet écart, pardon. D'accord. Et j'ai également une question qui fâche pour toi, il y en a pour tout le monde, hein, c'est comment faire face à la pénurie de terres rares et aux problématiques de déchets lorsque les panneaux photovoltaïques arrivent en fin de vie? Qu'est-ce qu'on fait après de ces merveilleux dispositifs? Sur la question des terres rares, il y a une étude de l'ADEME qui est sortie encore récemment pour dire que les terres rares n'étaient absolument pas en cause dans la production des panneaux photovoltaïques. C'est d'autres technologies où c'est plutôt nos petits smartphones qui sont les plus gros consommateurs. Et sur les panneaux photovoltaïques, en fin de vie, il existe, alors comme il existe pour les emballages, comme il existe pour le matériel informatique, un éco-organisme qui s'appelle PV Cycle, PV comme photovoltaïque et Cycle comme recyclage, qui en fait perçoit dès maintenant une taxe, une contribution volontaire, ce n'est pas une taxe, une contribution volontaire, ce qui fait que le jour où les panneaux arrivent en fin de vie, le propriétaire de l'installation, il a juste la mission de les descendre du toit et de les mettre dans une benne. Et après, il y a un organisme qui les prend en charge et qui les emmène dans une installation où, en masse, c'est recyclé à plus de 98%. Alors, comme pour l'instant, il n'y a pas un marché énorme, puisque les installations en fin de vie, puis en 20 ou 25 ans, il n'y en a pas tellement que ça. Il n'y a qu'une seule installation dans le sud de la France, mais il y a des gens qui étudie la progression de la mise en fin de vie des panneaux et qui fera qu'il y aura peut-être à terme 2, 3, 4 installations de traitement au niveau national. Donc, il n'y a pas de problème de recyclage des panneaux photovoltaïques. D'accord. Et une dernière question sur les panneaux, c'est en termes de production, quel type d'entreprise va-t-on favoriser? Va-t-on importer, favoriser les productions françaises? Alors, pour ce qui est de la commande publique, et ça a été le cas sur les installations que je connais qui ont été mises en œuvre ces derniers mois ou dernières années, on a la chance d'avoir un fabricant sur l'agglomération nantaise. On va donner le nom, ce n'est pas de la publicité, qui s'appelle Systovi, qui était autrefois à Saint-Herblain, qui est maintenant installé à Carquefou, qui assemble les panneaux. Et donc, je sais que nous, l'installation qu'on vient de mettre en route sur un restaurant interentreprise à Couéron, c'est du panneau Systovi. Nantes Métropole qui a fait une énorme installation sur le mine de Rezé, une installation qui fait plusieurs hectares de surface, c'est aussi du panneau Systovi. Donc, quand c'est une commande publique,
on peut essayer, dans le respect du Code des marchés publics, à mettre des impératifs de production locale, de moindre impact environnemental. Après, lorsque ce seront les particuliers ou les entreprises, on pourra leur suggérer de faire travailler le local, mais après, peut-être que pour des questions de prix, ils prendront du panneau chinois. Et là, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit dans les possibilités d'une collectivité de l'interdire. Très bien. Alors, si nous reprenons maintenant de façon générale l'aspect des politiques publiques et des propositions que nous avons, il y a une question, et c'est à la fois sur un plan plus national pour Audrey, et puis en particulier pour Jean-Sébastien pour la commune, c'est que penser des maires qui prennent des arrêtés contre les pesticides? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager sur Orvault si les évolutions ne vont pas assez vite? Audrey, peut-être une remarque sur ce mouvement? Oui, nous, on a soutenu, soutenu, en tout cas remercié tous les maires qui avaient pris ces arrêtés. En tout cas, c'est une première démarche qui permet de poser le problème et d'essayer de trouver ensemble des solutions. Après, le problème, c'est qu'en face, ça a été pris un peu comme quelque chose de trop fort et du coup, ça crée des réactions en face qui sont, ça c'est mon avis à moi, qui ne sont pas toujours du coup positifs pour pouvoir avancer vers ce vers quoi on veut avancer. Mais néanmoins, c'était quand même une façon de dire, mince quoi, à un moment, il faut quand même poser les choses quoi. Et de dire, on sait, c'est quand même des produits qui sont mauvais. Donc, à un moment, ça y est, tout le monde le sait, on le sait, donc on essaie d'avancer ensemble. Dans l'idéal, ce serait de pouvoir le discuter ensemble et de trouver des solutions ensemble. Quand il n'y en a pas, c'est une façon aussi de le poser bien. Après, dans les faits, les arrêtés ont été recalés à chaque fois par la préfecture, non? Si je ne m'abuse, à part un. Mais il n'y a pas eu d'application réelle pour l'instant, il me semble. À voir après comment ça se met en place vraiment et comment accompagner aussi les agriculteurs pour trouver des solutions, je trouve. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'ai dit sur ce sujet-là, quand ça a été posé, moi, je souhaite… alors, effectivement, ces actions, elles ont eu l'intérêt. D'ailleurs, elles n'avaient pas d'autre prétention que ça, d'être des alertes médiatiques et de mobiliser, de sensibiliser sur cette question-là. Les maires qui ont pris ces arrêtés savaient très bien qu'ils seraient vraisemblablement cassés. En tout cas, ils savaient que le risque était important. L'objectif, c'était surtout de lancer un mouvement. Je vois que la question précise, qui m'était posée, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire un arrêté si ça ne va pas assez vite? Alors, moi, j'ai dit ce que je souhaitais, c'est qu'à Orvault, ce que j'ai proposé aux maires, qui étaient forcément très intéressés pour rentrer dans cette collectif de maires qui alertait l'opinion, c'était à minima de travailler avec les agriculteurs locaux et de se dire déjà, puisque la question qui était posée notamment, vous vous souvenez, c'est la proximité avec les habitations. Donc, c'était de se dire, on va commencer à travailler à Orvault avec les agriculteurs pour se dire à quel endroit, sur quel type de parcelle, on a cet enjeu de proximité des habitations et comment on peut déjà avancer sur cette solution locale. Et ensuite, il faut que ça aille vite. Moi, je suis toujours partant d'être dans le dialogue, d'en chercher les solutions, d'avancer. Et effectivement, si ça avance pas assez vite, si on n'y arrive pas, parfois, il faut savoir donner un coup de projecteur. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Voilà. Moi, je ne souhaitais pas, en tant que maire, très honnêtement, je n'aurais pas pris cet arrêté sans avoir d'abord discuté avec les agriculteurs locaux, réfléchi à ce plan de transition. Voilà. Si on est sur un plan, si tout le monde joue le jeu, si on est dans la réflexion sur le moyen terme, comment on va avancer, comment on va progresser suffisamment vite, c'est important, pas avec des petits pas qui font que dans 150 ans, on y sera encore. Si tout le monde joue le jeu, si on est sur cette progression envisagée, moi, je trouve que c'est très bien. Si effectivement, ça n'avance pas, parfois, il faut savoir donner un coup de projecteur. Et donc, cette action-là, ces maires-là ont eu cet intérêt-là, leur démarche a eu cet intérêt-là de mettre un coup de projecteur et de faire avancer les dossiers plus vite. Donc, voilà, le dialogue, la construction, et quand ça ne va pas assez vite, être capable aussi de taper un peu du poing sur la table s'il faut. Très bien. Et pour illustrer cette transition positive, on pose des questions sur des exemples de mesures de campagne qui pourraient être menées. Par exemple, on nous propose des ateliers autour de la permaculture et de l'agriculture urbaine. Sont-ils envisageables pour encourager tous les foyers à s'y mettre, chacun à son échelle? Est-ce que ça paraît Alors, pendant la campagne, je ne crois pas que c'est tout à fait… Alors, on est à 10 jours du premier tour. Du deuxième tour, ce n'est pas tout à fait le moment, mais par contre, ça fait complètement partie de la dynamique qu'on veut créer. Quand on parle dans les quartiers qu'on dit populaires, de mettre en place des lieux de culture,
des parcelles, de partager. Oui, ce sont des ateliers, c'est de l'apprentissage. Moi, je suis le président d'une association qui a mis en place un jardin pédagogique en permaculture à la Gobinière, qui avait justement cet objectif-là de sensibiliser, d'y faire venir tous celles et ceux qui ont envie de s'informer, qui ont envie de pouvoir réutiliser, appliquer ces méthodes-là dans leur potager ou sur leur balcon. Puis on y a aussi fait venir des classes qui sont venues se sensibiliser à toutes ces questions-là. Donc oui, c'est très important tout ce travail de pédagogique. Et vous imaginez bien que si je l'ai engagé en tant que responsable associatif à un moment, bien sûr qu'en tant que maire, c'est tout à fait une dynamique dans laquelle je souhaite qu'on puisse avancer et avec un bon rythme. Voilà. Oui, et autre exemple, le compostage des déchets. Est-ce qu'il y a des choses prévues, par exemple, de distribuer, donner des composteurs individuels, comme ça a pu se faire à Nantes, sur Nantes Métropole à une époque Si tu me permets, les déchets, c'est une compétence de Nantes Métropole. Donc là, on est typiquement dans le fait qu'une commune doit faire état de ses attentes en matière de politique de gestion des déchets. Aujourd'hui, la métropole finance déjà des composteurs collectifs en pied d'immeuble. Et il faudra que l'on aide. Moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont posé la question en me disant moi, j'ai essayé dans ma copro, alors c'est incroyable, il faut rassembler l'Assemblée générale, etc. Donc, il faut qu'on aide les personnes qui ont envie de faire à faire plus rapidement. Après, le problème du matériel est vraiment un problème anecdotique. Il faut mieux aider les acteurs locaux à démarrer, à créer des collectifs en pied d'immeuble, et puis ça va aller tout seul. Il y a déjà en plus un certain nombre de références sur la commune qui peuvent servir d'exemple, et les gens sont toujours ravis de partager leur expérience. Je pense en particulier au Saint-Louis. Quand même, il y a donc à Orvault aussi une convention avec une association donc, qui aide, qui peut être un levier effectivement sur les composteurs collectifs. Je pense qu'il faut qu'effectivement on augmente ce travail-là. Il y a un travail d'animation encore plus important à faire. C'est intéressant que réellement on fasse du démarchage sur tous les collectifs pour que cette question-là soit posée aux copropriétaires ou pour qu'on puisse avancer. C'est quand même la question du compost en termes de volume, c'est un levier majeur pour réduire les volumes de déchets qui sont collectés chaque semaine. Et en termes de composteurs individuels, moi je souhaite effectivement qu'on réfléchisse à comment on peut favoriser cette installation, parce qu'il y a encore trop de foyers qui ne sont pas équipés. Et le changement de comportement est assez simple finalement, une fois qu'on est équipé. Donc moi, je suis quand même pour qu'on aide à cet équipement, parce que voilà, c'est vraiment un enclencheur de comportement. Voilà, donc nous sommes proches du terme de la réunion publique. Je voudrais remercier tous les participants, les intervenants, tous les spectateurs, ceux qui ont posé des questions. Et rappeler que nous avons une prochaine réunion le 25 juin sur la démocratie locale et la vie associative. Et je me tournerai vers Jean-Sébastien pour la conclusion, et aussi pour lui poser une question plus générale sur la campagne. On a quand même d'autres listes candidates qui portent des projets de développement durable. Et pourquoi y préférer notre projet, celui de la transition positive? Alors merci Bruno. Alors, avant de conclure, encore une fois, vraiment merci beaucoup Audrey Lacroix de nous avoir fait partager son expérience. Bravo à elle pour tout ce qu'elle fait. Alors, dans son exploitation que je connais par ailleurs, mais avec ce groupement, avec tous ces agriculteurs bio du département, c'est vrai que vous faites un travail majeur, très important, et on voit que vous en plus, vous amenez des outils pour les collectivités, pour les particuliers. Donc, c'est vraiment un travail très significatif et très précieux. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre action. Et merci d'avoir été là ce soir. Pour répondre à ta question, Bruno, parce que oui, je pense qu'on a montré un peu quelle était notre ambition, on a montré quelle était notre vision. Notre projet, notre équipe, on s'engage dans la transition écologique, la transition agricole, la transition énergétique, parce que nous sommes convaincus que c'est un enjeu majeur. Et nous sommes convaincus de cet enjeu-là depuis longtemps. Et donc, nous avons travaillé, nous avons des expériences professionnelles, associatives depuis de nombreuses années. Et nous proposons de mettre toute cette expérience, toutes ces compétences au service de l'action municipale, de la mobilisation de tous les acteurs du territoire. Je pense que ces convictions profondes, ces expériences, ces compétences
y compris celles que j'ai moi-même en tant que chef d'équipe demain de cette équipe municipale et en tant que membre de la future majorité métropolitaine, je crois que c'est précieux. Je crois que c'est un gage de crédibilité à la fois sur la qualité de nos propositions qui sont reconnues, je crois, sur l'aspect global de ces propositions, sur la vision claire de court terme, moyen terme et long terme que nous portons. C'est-à-dire qu'un programme, ça peut être une addition de quelques petites mesures qui, prises individuellement, peuvent sembler attractives, mais qui ne dessinent pas une réelle transition, une réelle amélioration de la situation dans tous ces domaines. Donc, je crois que voilà, je pense que nous avons l'équipe et le projet crédible et compétent pour porter cette transition dans tous les domaines écologiques, énergétiques, de l'alimentation, mais aussi pour la biodiversité, pour la réduction de nos déchets. Et puis, c'est le cas aussi, je crois, dans le domaine des solidarités ou dans le domaine de l'économie locale, qui sont aussi des enjeux majeurs, évidemment, pour demain. Donc, voilà, je crois que le 28 juin, il y a cette possibilité pour les électrices, pour les électeurs d'Orvaux, de faire le choix d'une équipe, d'un projet engagé depuis longtemps dans la question des transitions. Et avec nous, je crois réellement, ces prochaines années, nous pouvons conduire une ambition forte, être pilote et conduire cette transition positive parce que c'est une transition, c'est un changement, c'est un chemin et elle est positive parce que ce sera du bénéfique pour tout le monde. On a parlé des quartiers populaires, on parle des enfants, on parle des adultes, on parle aussi de nos anciens. Voilà, nous avons un projet qui est positif, qui va amener de la qualité de vie. C'est notre conviction, c'est ce que nous portons pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, évidemment, j'invite toutes celles et tous ceux qui sont déjà convaincus à parler de notre équipe et de notre projet autour d'eux, parce que vous le savez, le 28 juin, ce qui va faire la différence, c'est aussi la mobilisation, la lutte contre l'abstention. Et donc, parlez de vos convictions autour de vous et essayez de convaincre vos voisins, vos proches d'aller voter, de soutenir notre projet, de soutenir notre équipe. S'il faut, eh bien, il y a des procurations qui sont… alors parfois, on peut craindre des démarches un peu compliquées. C'est en train de se simplifier, donc n'hésitez pas à le faire. C'est important. Ça se joue le 28 juin pour les 6 années qui viennent. Et on sait que ces 6 années, elles sont majeures pour la question des transitions. On ne peut pas perdre 6 ans, ni à Orvaux, ni ailleurs. Et donc, c'est maintenant que ça se décide. Donc, voilà. Merci de votre confiance, j'espère. Et puis, à très bientôt. Demain, à 18h45, sur Télé Nantes, il y a un débat entre les 3 candidates. Ça sera aussi en direct sur le Facebook de Télé Nantes et sur le site internet de Télé Nantes. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Et puis, j'espère que vous serez convaincus que notre équipe est celle à qui vous devez faire confiance le 28 juin. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Bruno, merci Laurent, encore merci Audrey. Et puis, à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Alors, on est encore en live.